En juillet 1919, un groupe de baleiniers de l'île de Vancouver hissa à bord quelque chose qui les glaça. À première vue, cela ressemblait à une baleine à bosse femelle d'environ 27 tonnes. Mais en s'approchant, ils remarquèrent un détail impossible à ignorer. Elle n'était pas comme les autres. Elle avait des jambes. Pas des nageoires, ni des nageoires pectorales, ni une nageoire caudale différente. Mais clairement, 2 jambes. Chacune de plus d'1 mètre de long, articulée comme un genou avec une peau épaisse, presque semblable à du cuir, et terminée par un moignon arrondi qui rappelait le poing fermé d'une personne. Sur le pont, les questions fusèrent. S'agissait-il d'une espèce de monstre marin sorti de vieux récits religieux, d'un présage funeste, d'une créature traînée depuis un passé lointain qui n'aurait jamais dû revenir à la surface? Désorientés, les marins écrivirent aux principaux spécialistes des baleines de New York. Les réponses n'éclaircirent rien. Personne, dans aucun registre scientifique, n'avait vu quelque chose de semblable, jusqu'à ce qu'un chercheur nommé Roy Chapman Andrews propose une autre possibilité. Et s'il ne s'agissait pas d'un accident grotesque, mais de quelque chose de beaucoup plus profond? Et si ces jambes n'étaient pas un simple caprice de la nature, mais la trace visible d'un temps très ancien que le corps de la baleine n'avait pas encore oublié? Pour dévoiler ce mystère, nous devons d'abord nous plonger dans la biologie de ces fascinants mammifères marins. Sous la peau lisse d'une baleine, la première surprise ne réside pas dans sa taille, mais dans sa forme interne. Lorsque les anatomistes commencèrent à disséquer sérieusement ces animaux, ils découvrirent que la nageoire pectorale n'était pas une pelle rigide faite sur mesure pour l'eau, mais quelque chose de bien plus familier. À l'intérieur de chaque nageoire se cachait un membre complet, avec des os comparables à ceux d'un bras et d'une main humain. Dans toutes les espèces étudiées apparaît le même schéma. Le squelette de la nageoire montre un numérus relié à un radius et à un cubitus, suivi d'un éventail de petits os du poignet, de métacarpes et d'une série de phalanges qui rappellent des doigts comprimés et empilés. Ce n'est pas une structure diffuse adaptée au hasard. C'est un plan osseux clairement organisé, qui ne prend sens que lorsqu'on le compare à celui d'autres mammifères terrestres. La clé réside dans l'homologie. Les mêmes éléments se répètent chez les chauves-souris, les félins, les humains et les baleines, modifiés mais reconnaissables. Chez la baleine, ses os restent enfermés dans le tissu conjonctif et le muscle, sans s'articuler comme un bras capable de saisir ou de grimper. Le résultat est une nageoire rigide, idéale pour stabiliser le corps dans l'eau, mais dont l'architecture révèle une origine très différente de celle d'une nageoire de poisson, construite sur des rayons osseux fins et ramifiés. À mesure que l'anatomie comparée progressa au XIXe et XXe siècle, la découverte cessa d'être une curiosité pour devenir une pièce centrale d'un problème plus vaste. Si ces animaux passaient toute leur vie en mer, pourquoi conservaient-ils intérieurement quelque chose d'aussi semblable à une main? Les reconstructions de squelettes complets montraient que la transformation vers une vie pleinement aquatique avait été profonde. Le cou s'était raccourci, les vertèbres s'étaient renforcées, le crâne s'était allongé et la queue avait développé de puissantes vertèbres caudales capables de mouvoir les nageoires horizontales avec force. Mais dans les nageoires pectorales, le langage anatomique restait sans équivoque. Elles continuaient à parler la langue des membres d'un mammifère terrestre. Les fonctions de ces nageoires aident à comprendre pourquoi elles ont conservé cette complexité interne. Au lieu de servir à la propulsion, comme chez les phoques et les lions de mer, les nageoires des baleines modernes agissent surtout comme des surfaces de contrôle. Elles leur permettent de tourner, de freiner, de maintenir la stabilité et d'ajuster l'angle du corps, tandis que la véritable force motrice provient de la queue. Pour supporter les énormes forces hydrodynamiques associées à un animal de dizaines de tonnes manœuvrant à grande vitesse, une structure purement cartilagineuse serait bien moins efficace. Le squelette de main interne offre rigidité, répartit les tensions et maintient la forme de la nageoire même lors de manœuvres brusques. Cependant, du point de vue évolutif, cette explication fonctionnelle n'épuise pas le mystère. La disposition concrète des os
5 rayons digitaux comprimés, un poignet reconnaissable, un bras raccourci, correspond mieux à l'idée d'une transformation progressive d'un membre déjà existant qu'à la conception ex nihilo d'une nageoire. Des études de morphologie et de biomécanique, ainsi que l'analyse du registre fossile, indiquent que les ancêtres des baleines étaient des mammifères quadrupèdes qui marchaient sur la terre ferme et nageaient dans des environnements côtiers et fluviaux, utilisant des membres encore semblables à des pattes. Lorsque la lignée se déplaça vers le large, le membre antérieur cessa d'être une patte d'appui et devint un gouvernail de plus en plus plat. Au lieu d'inventer une structure entièrement nouvelle, l'évolution modifia celle qui existait déjà. Les os se raccourcirent, les doigts se comprimèrent et augmentèrent en nombre de phalanges, et les articulations devinrent progressivement rigides. Le résultat final fut une nageoire puissante, mais son histoire resta gravée dans la forme des os qui la composent. Ce qui est frappant, c'est que ce schéma n'est pas un trait isolé d'une espèce rare, mais un caractère partagé par tout le groupe. Les différentes familles de cétacés montrent des variations dans la longueur des phalanges, dans le degré de rigidité et dans la proportion de l'humérus par rapport au reste du bras, mais toujours dans le même schéma général. Cette répétition systématique suggère une origine commune. Tous descendent d'un ancêtre qui avait déjà transformé ses membres antérieurs en palettes natatoires, à partir de pattes propres à un mammifère terrestre. Ces petits os, isolés et apparemment sans connexion avec aucun membre visible, attirèrent immédiatement l'attention. Chez la plupart des mammifères terrestres, le bassin forme un anneau robuste qui s'articule avec la colonne vertébrale et supporte le poids du corps par l'intermédiaire des pattes arrière. Chez les baleines modernes, en revanche, la colonne se termine sans trace de cet anneau osseux et il ne reste que ces fragments symétriques incrustés dans la musculature, comme les restes d'une structure qui a perdu sa fonction originelle. Pendant longtemps, on les interpréta comme de simples vestiges, une sorte d'ombre anatomique de l'ancienne ceinture pelvienne. Ils ne soutenaient pas le poids de l'animal, ne s'articulaient avec aucune jambe et ne semblaient pas essentiels au mouvement dans l'eau, qui dépendait surtout de la puissance de la queue et de la forme hydrodynamique du corps. Leur position, cependant, n'était pas totalement aléatoire. Ils se situèrent dans la région où, autrefois, se seraient insérés des muscles liés aux membres postérieurs. Avec les progrès de la biologie évolutive, le terme « vestigial » prit des nuances. Il ne signifiait pas nécessairement inutile, mais transformé, réaffecté ou réduit après un changement de mode de vie. En ce sens, les os pelviens des baleines devinrent un cas d'étude. La comparaison avec des fossiles de cétacés primitifs, encore pourvus de pattes arrière fonctionnelles, montrait le processus pas à pas. Un bassin large et articulé avec la colonne, suivi de formes de plus en plus aquatiques où les pattes se raccourcissaient, l'union avec la colonne s'affaiblissait et finalement, le bassin se séparait complètement, ne restant plus que comme une paire d'os flottants. La question qui surgit ensuite fut de savoir si ces restes osseux, au-delà de représenter une page déjà lue de l'histoire de la lignée, continuaient à jouer un rôle dans la vie des animaux actuels. Des études anatomiques détaillées commencèrent à décrire l'insertion de muscles sur ces os, en particulier chez les mâles de plusieurs espèces. Ils ne semblaient pas liés à des fonctions locomotrices, comme c'était le cas chez les ancêtres pourvus de pattes, mais à la musculature de l'appareil reproducteur. Chez certaines espèces, on observa une corrélation entre la taille et la forme de ces os et certains comportements sexuels, ce qui suggérait que le bassin vestigial avait été coopté pour stabiliser des muscles intervenant dans la position du pénis lors de la copulation. Cette réinterprétation leur rendit une pertinence biologique. Loin d'être de simples erreurs héritées du passé, les os pelviens étaient devenus des points d'ancrage spécialisés au sein d'une architecture corporelle réorganisée pour la vie dans l'eau.
L'ancienne fonction de soutenir le corps sur des membres disparus céda la place à un rôle plus discret, mais important dans la reproduction. Pourtant, leur forme, leur position et leur discontinuité par rapport à la colonne continuaient de trahir leur origine comme partie d'une ceinture pelvienne complète. Le fait que toutes les baleines et tous les dauphins partagent une version de ce bassin réduit renforce l'idée d'un ancêtre commun ayant traversé la transition d'un corps de mammifère terrestre soutenu par 4 pattes à un corps fusiforme propulsé par une puissante queue. Au cours de cette transition, les membres postérieurs perdaient leur utilité pour la natation efficace et devenaient un obstacle hydrodynamique. La solution évolutive fut de les réduire, de les déconnecter de la colonne et, dans la plupart des formes modernes, de les faire disparaître extérieurement. Cependant, la machinerie génétique qui construisait cette région ne fut pas complètement effacée, et une partie de la structure se conserva sous la forme de ses os internes. Parfois, cette machinerie génétique s'exprimait de manière plus visible. Au cours du dernier siècle, des cas isolés de baleines nées avec des rudiments de membres postérieurs externes furent documentés, parfois avec des articulations et des phalanges reconnaissables. Ces individus, appelés ataviques, ne représentent pas une marche arrière de l'évolution, mais l'expression occasionnelle d'instructions anciennes qui, dans la majorité des cas, restent supprimées durant le développement embryonnaire. Pour qu'émerge une queue fonctionnelle de baleine, les bourgeons des membres postérieurs doivent s'arrêter à temps. Lorsque ce frein échoue, apparaît une trace tangible de l'aspect de la région pelvienne chez les ancêtres. Ainsi, les petits os flottant dans la musculature du bassin et les étranges cas d'atavisme pointent dans la même direction. Le corps actuel conserve, sous la surface, une carte de son passé. Les changements qui ont conduit à la perte des pattes arrière n'ont pas effacé le système complètement, ils l'ont réorienté. Le bassin a cessé d'être un point d'appui pour la marche et est devenu une pièce intégrée au complexe de muscles et d'organes de la région caudale et reproductive. La combinaison de nageoires avec des mains cachées et d'un bassin fragmenté trace une image cohérente. Tout le squelette raconte une histoire de transformation, depuis une créature qui marchait sur la terre ferme jusqu'à un nageur spécialisé. Mais le corps ne s'exprime pas seulement à travers les os. Il le fait aussi à travers la manière dont il se construit lui-même, étape par étape, de l'embryon à l'animal adulte. Dans cette séquence de croissance parfois extrêmement brève et cachée, se dissimulent des indices de structure qui apparaissent, puis disparaissent. Comme si l'organisme revisitait sa propre histoire avant de décider de sa forme finale. Pendant une grande partie du XXe siècle, le développement embryonnaire des baleines fut étudié par des coupes histologiques et des descriptions anatomiques classiques. Ce que l'on voyait dans ces premières observations était frappant. Aux phases précoces, les embryons ne présentaient pas immédiatement la silhouette fusiforme d'un nageur marin, mais un corps plus proche de celui d'un mammifère terrestre générique. Le tronc s'allongeait, la tête était relativement grande et dans la région postérieure apparaissaient des bourgeons de tissu rappelant les futures esquisses de membres postérieurs. À mesure que la gestation avançait, ces bourgeons ne suivaient pas le même chemin que chez d'autres mammifères. Au lieu de se consolider en pattes articulées et avec des os différenciés, ils subissaient un processus de régression. Ils cessaient de croître, étaient partiellement réabsorbés et finissaient par s'intégrer dans la masse musculaire et conjonctive de la région caudale. Le résultat final chez le nouveau-né était un corps sans pattes arrière visibles, mais avec des structures internes, comme les petits os pelviens qui pouvaient être retracés jusqu'à ces esquisses embryonnaires. Cette séquence attira l'attention des biologistes du développement car elle suggérait que l'organisme essayait une forme ancienne avant de l'abandonner. Il ne s'agissait pas d'une répétition exacte de l'histoire évolutive, mais d'une empreinte. Les instructions génétiques pour former les membres postérieurs restaient au présent, mais s'éteignaient à un moment précis du programme de développement.
Le schéma correspondait à l'idée que la perte des pattes n'avait pas résulté d'une disparition instantanée, mais de changements graduels dans le timing et l'intensité de l'expression de certains gènes régulateurs. Avec l'avènement de la biologie moléculaire et de la génétique du développement, il fut possible d'aller au-delà de la simple description morphologique. L'activité des gènes impliqués dans la formation de membres chez les vertébrés, nombreux à être partagés entre des espèces très différentes, commença à être étudiée. Chez les baleines, ces gènes continuèrent d'exister et pouvaient s'activer à des stades précoces, mais les cascades de signalisation qui conduiraient normalement à un membre complet étaient interrompues. À un certain moment du développement, les signaux favorisant la croissance et la segmentation des os s'affaiblissaient ou étaient contrebalancés par d'autres signaux favorisant la réduction. La réalité de cette extinction partielle devint particulièrement évidente dans les rares cas d'atavisme. De temps en temps, des individus d'espèces modernes naissaient avec des structures postérieures externes, parfois semblables à de petites pattes, avec articulations et phalanges. Ces cas, bien que rares, étaient très illustratifs. Ils montraient que le potentiel pour construire des membres postérieurs complets n'avait pas totalement disparu. Ce qui empêchait normalement leur apparition était le mode de régulation du développement, et non l'absence totale des instructions. Ces atavismes ne devaient pas être interprétés comme une réversion de l'évolution, mais comme des défaillances des mécanismes qui, génération après génération, avaient supprimé la formation de pattes postérieures visibles. L'évolution n'agit pas en effaçant à volonté des fragments spécifiques du génome, mais en modifiant quand, où et dans quelle mesure certains gènes s'expriment. Si ces mécanismes étaient altérés, l'organisme pouvait révéler des traits normalement cachés. Dans l'ensemble, l'image qui émergeait de l'étude embryonnaire était cohérente avec ce que l'on connaissait par l'anatomie et les fossiles. Les baleines modernes traversaient, pendant quelques semaines de gestation, une phase où le corps esquissait des éléments d'un plan corporel plus proche de celui d'un mammifère quadrupède. Ensuite, les membres antérieurs suivaient le chemin de transformation en nageoires, tandis que les postérieurs restaient tronqués et se fondaient dans l'intérieur du corps. Le résultat final était un animal adapté au milieu aquatique, mais construit à partir de matériaux et de programmes hérités d'ancêtres terrestres. Ce type de preuve renforçait une idée centrale en biologie. Le développement n'est pas un processus conçu ex nihilo pour chaque espèce, mais une modification de programmes déjà existants. Les baleines n'avaient pas inventé une forme nouvelle depuis le plus profond du génome. Elles avaient modifié, superposé et raccourci un ensemble d'instructions que l'on retrouvait également avec des variations chez d'autres mammifères. Les os des nageoires et les restes pelviens constituaient la partie visible de cette histoire. La séquence d'activation et de désactivation des gènes pendant la gestation en était la partie invisible, mais tout aussi révélatrice. Les pièces manquantes pour comprendre ce corps furent trouvées loin des laboratoires, dans d'anciens bassins sédimentaires qui, il y a des dizaines de millions d'années, étaient littoraux et estuaires. À la fin du XXe siècle, les paléontologues commencèrent à décrire une série de fossiles provenant surtout du sous-continent indien et du Pakistan, qui ne correspondaient pas entièrement aux mammifères terrestres classiques ni aux baleines modernes. Il s'agissait d'animaux de taille moyenne, avec des crânes allongés et des dents robustes, dont les os de l'oreille rappelaient les cétacés, mais dont les pattes et la colonne vertébrale témoignaient encore d'un mode de vie lié à la terre ferme. L'un des premiers à être reconnu fut Pachycetus, un mammifère de l'Éocène inférieur, il y a environ 50 millions d'années. À première vue, son corps ressemblait davantage à celui d'un canidé ou d'un petit ongulé qu'à celui d'une baleine. Il possédait 4 pattes bien développées, des vertèbres sacrées fusionnées reliant le bassin à la colonne et une dentition adaptée à capturer des proies dans des environnements riverains. La clé résidait dans le crâne. La structure de l'os tympanique, la fameuse boula auditive, correspondait à celle des cétacés,
un trait difficile à attribuer à une simple convergence. Cette combinaison d'oreilles de baleine et de squelettes de coureurs en faisait l'un des premiers représentants du groupe. Dans des couches un peu plus récentes, apparut Ambulocetus, littéralement la baleine qui marchait. L'animal montrait un engagement encore plus marqué envers l'eau, des pattes robustes, surtout les postérieures, et une queue qui commençait à jouer un rôle important dans la propulsion. Il ne pouvait plus être considéré comme un mammifère terrestre typique, mais pas non plus comme un nageur complet des océans ouverts. Ces fossiles se trouvaient dans des sédiments marins peu profonds et des estuaires liés à l'ancienne mer de Thétis, ce qui suggérait un mode de vie amphibie, rôdant entre les rives et les eaux côtières, capable de nager grâce à une combinaison de battements des membres postérieurs et de ondulations du tronc. L'histoire se poursuivit avec les Protocétidés, un groupe diversifié dispersé sur les côtes d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord. Chez des formes comme Rhodocetus, les proportions du corps changeaient de manière notable. Les pattes se raccourcissaient, les pieds et les mains s'élargissaient en structures plus aptes à ramer, et la colonne vertébrale commençait à se libérer de la rigidité terrestre. Le sacrum, ce bloc de vertèbres fusionnés qui ancre le bassin chez les mammifères terrestres, se fragmentait en éléments plus mobiles. Le bassin restait relié à une partie de la colonne, mais ne formait plus un anneau solide conçu pour supporter le poids du corps sur les pattes postérieures. Chez certains protocétidés, de petits sabots subsistaient même au bout des doigts, rappel clair de l'origine artiodactyle du groupe. Leur répartition géographique montrait que ces animaux avaient quitté le confinement de la région indo-pakistanaise et s'étaient étendus dans les mers chaudes de l'Éocène. La découverte de formes quadrupèdes amphibies sur la côte de l'actuel Pérou indiquait qu'environ 40 millions d'années auparavant, ils avaient déjà traversé l'Atlantique et se déplaçaient dans les ceintures équatoriales d'eau peu profondes. Dans les strates de l'Éocène supérieur, la scène changeait à nouveau. Des fossiles comme Basilosaurus et Dorudon apparaissaient, des animaux qui ne pouvaient plus être considérés comme amphibies. Leur corps long et pleinement hydrodynamique, avec des vertèbres caudales aplaties et des preuves de nageoires horizontales, indiquait une existence exclusivement marine. Les membres antérieurs s'étaient transformés en nageoires semblables à celles des baleines actuelles, et le squelette montrait des adaptations claires à la nage propulsée par la queue. Les pattes postérieures, en revanche, étaient réduites à de petites structures externes, trop faibles et courtes pour remplir une fonction locomotrice, mais encore reconnaissables comme des membres complets en miniature. Chez ces animaux, le bassin ne s'articulait plus avec la colonne vertébrale. Les os pelviens apparaissaient isolés, associés à ces minuscules pattes postérieures, et leur fonction semblait davantage liée à la reproduction qu'au déplacement. La transition entre le bassin robuste et ancré de Pachycétus et ses restes détachés de la colonne offrait un parallèle direct avec la situation observée chez les baleines modernes, où il ne reste que des os internes flottants dans la musculature de la région caudale. L'analyse microscopique des os complétait le tableau. Les premiers membres du groupe montraient des motifs de densité et de structure compatibles avec des animaux passant une grande partie de leur temps sur Terre ou dans des eaux peu profondes. À mesure que l'on avançait vers des formes plus aquatiques, les os devenaient plus poreux ou plus denses selon la région du squelette, ajustant la flottabilité et la résistance mécanique pour une vie de nage continue. Chez Dorudon, l'ensemble du squelette révélait un nageur à queue pleinement développé, avec un corps d'environ 5 mètres de long, capable de se déplacer efficacement en mer ouverte. Si l'on classait ces fossiles en séquence, on obtenait une chaîne de formes décrivant pas à pas la transformation d'un mammifère à 4 pattes en une baleine. Le crâne montrait le déplacement progressif des narines de la pointe du museau vers le sommet de la tête. L'oreille s'adaptait peu à peu à la transmission du son sous l'eau. La colonne gagnait en flexibilité dans les régions lombaires et caudales. Les membres postérieurs se réduisaient pour devenir des vestiges
et les antérieurs se consolidaient en nageoires avec des mains internes. Lorsque les os, les embryons et les fossiles avaient déjà dessiné la même histoire, il restait une dernière preuve à examiner, celle que l'on pouvait lire dans l'ADN. À partir de la fin du XXe siècle, les comparaisons moléculaires entre différentes espèces de mammifères permirent de reconstruire des arbres généalogiques avec un détail auparavant impossible. Dans ces arbres, les cétacés n'apparaissaient pas comme une branche isolée, mais profondément enracinés au sein du groupe des artiodactyles, aux côtés d'animaux aussi différents en apparence que les vaches, les cerfs et surtout les hippopotames. Les similitudes dans les séquences d'ADN et les protéines désignaient les hippopotames comme leurs plus proches parents vivants. Il ne s'agit pas d'une affinité superficielle, mais d'un motif cohérent qui se répète dans différentes régions du génome. Cela correspond à une scène ancienne. Il y a des dizaines de millions d'années, une lignée de mammifères ongulés, vivant dans des environnements aquatiques peu profonds, commença à exploiter de plus en plus l'eau comme refuge et source de nourriture. Cette branche finirait par donner naissance aux formes transitionnelles décrites par les fossiles et bien plus tard aux baleines modernes. La génétique ne se contente pas de confirmer que les baleines sont des mammifères. Elle montre précisément avec quels autres mammifères elles partagent des ancêtres et à quel moment ces lignées se sont séparées. La même logique s'applique aux détails de leur anatomie interne. Les gènes participant à la formation des membres, à la construction du bassin ou à l'organisation du squelette axial ne sont pas exclusifs à ces animaux. Ce sont des variantes des mêmes systèmes de développement qui opèrent chez d'autres vertébrés. Chez les baleines, ces systèmes ont été réajustés. Certaines voies de signalisation s'activent plus tôt ou plus tard. Certaines s'intensifient et d'autres se réduisent. Le résultat est un corps sans pattes visibles, avec des nageoires à la place des bras et une queue puissante, mais construit sur la base d'un plan corporel hérité. La génétique du développement l'illustre clairement. Chez les embryons, les gènes qui déclenchent la formation des bourgeons des membres postérieurs s'allument, mais la chaîne qui mène normalement à une patte complète est interrompue. Les instructions ne disparaissent pas. Leur effet est modulé. Il en va de même pour l'allongement du crâne, le déplacement des narines vers le sommet de la tête ou l'épaississement des vertèbres caudales. Une partie de l'étrangeté interne de ces animaux ne réside pas dans des structures bizarres, mais dans le fait que ces structures résultent de variations d'un ensemble partagé d'outils génétiques. Que toutes les espèces de cétacés vivants partagent le schéma de main dans les nageoires, et les restes pelviens n'est pas un détail mineur. Cela signifie que, au-delà de leurs différences de taille, de régime alimentaire ou de comportement, des immenses baleines bleues aux petits dauphins côtiers, toutes descendent d'un tronc commun qui avait déjà parcouru une grande partie de la transition de la Terre à la mer. Ce que l'on observe dans les nageoires et le bassin est une marque d'origine partagée, une signature historique qui n'a pas été effacée malgré des dizaines de millions d'années de changements. Comprendre cette histoire a des conséquences pratiques. La physiologie de ces animaux, c'est-à-dire comment ils respirent, comment ils se déplacent, comment ils stockent l'oxygène, comment ils se reproduisent, est conditionnée par ce passé. Leur manière de nager, utilisant des mouvements verticaux de la queue, est liée à une colonne vertébrale héritée des mammifères terrestres, et non à l'ondulation latérale typique des poissons. Leur besoin de remonter à la surface pour respirer est une conséquence directe de leur origine de mammifères. Même si leur corps s'est adapté à l'eau, leurs poumons fonctionnent selon les mêmes principes de base que ceux d'un mammifère terrestre. Il en va de même pour leur système auditif et leur capacité d'écholocation dans certains groupes. Les modifications leur permettant de percevoir et d'émettre des sons sous l'eau se sont construites à partir d'une oreille initialement conçue pour l'air. Certains os du crâne se sont épaissis, d'autres se sont partiellement séparés du reste du squelette pour mieux transmettre les vibrations, et des structures molles spécialisées ont canalisé le son.
sans le contexte évolutif et sans la comparaison avec d'autres espèces, ces traits paraîtraient des solutions isolées. Vus avec l'anatomie interne, ils font partie d'une même ligne de transformation. L'histoire permet également de réinterpréter des cas qui, sans ce cadre, semblent déroutants. Les individus ataviques avec rudiments de pattes postérieures externes, comme l'exemplaire trouvé en 1919, cessent d'être des monstres inexplicables pour devenir de brèves fenêtres sur une étape ancienne de la lignée. La génétique montre qu'il ne s'agit pas de créatures d'une autre époque, mais de variations rares au sein d'une espèce actuelle, dans lesquelles l'équilibre des signaux contrôlant le développement a été légèrement modifié. Le corps permet, pendant un instant, l'expression d'une version ancienne de lui-même avant de revenir au schéma habituel. À une échelle plus large, la combinaison de l'anatomie, du développement, des fossiles et de la génétique fournit un outil essentiel pour la conservation. Savoir comment le corps de ces animaux s'est formé, quelles limitations il traîne et quelles adaptations il a accumulées permet de mieux comprendre leur vulnérabilité. Leurs poumons et leur système circulatoire sont adaptés aux plongées profondes et longues, mais possèdent des limites bien définies. Leurs os et muscles sont optimisés pour la nage, non pour supporter des pressions externes telles que des chocs ou des bruits intenses. Leur histoire évolutive aide à expliquer pourquoi certaines menaces humaines, comme le bruit sous-marin, les collisions avec des embarcations ou la pollution chimique, ont des effets si spécifiques sur elles. Enfin, toutes ces preuves redonnent à l'anomalie interne sa véritable place. Ce qui rend l'intérieur de chacune de ces créatures spéciales n'est pas un organe mystérieux ni un secret caché dans les profondeurs du corps, mais la persistance de structures qui témoignent d'une origine différente de ce que leur apparence actuelle suggérerait. Les nageoires qui cachent des mains, les bassins réduits qui ne soutiennent plus de pattes, et les gènes qui savent encore comment construire des membres qui n'apparaissent jamais, constituent, ensemble, un fichier physique de leur histoire. Chaque fois que l'un de ces animaux traverse l'océan, il le fait avec cette histoire incorporée dans son squelette et son ADN. Sous la peau et la couche de graisse, entre les muscles adaptés à l'eau et les os remodelés pour nager, demeure l'empreinte d'un mammifère qui a un jour marché sur la Terre.